C'est quand même un peu bizarre qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, tous les processus de recrutement, c'est toujours la même chose, c'est à envoyer votre CV et on analysera. Je rêverais en fait d'une économie où on serait capable de débasser le CV. Il ne s'agit pas de le faire disparaître, il s'agit d'aller au-delà, donner d'autres billes. Juste. Ah, intéressant. C'était prévisible. Il faut distinguer ce qu'on appelle la diversité, qu'on appelle démographique, ou si vous voulez, le fait qu'il y ait une personne de couleur de peau noire, et puis une personne de couleur de peau blanche, ou bien un homme, une femme. Bref, ce type de diversité, comme on dit ethno-raciale, de genre, etc., ou d'âge, ne génère pas une performance économique supérieure. Ça, c'est certain. En revanche, ce qui peut générer de la performance, c'est le fait, par exemple, qu'il y ait des gens qui ont des expériences différentes, des types de formations différentes, des personnalités qui peuvent être différentes. Là, on parle parfois de diversité en profondeur. Et je pense que c'est très dangereux, en fait, de tenir les arguments que vous tenez. C'est des éléments qui tendent à décourager et à ne pas faire. Donc, je pense que c'est important que nous, acteurs en fait, spécialisés sur ces questions-là, puissent encourager, donner des éléments en fait, de confiance. Alors, il ne s'agit pas de raconter des sornettes, il s'agit d'être rationnel. Et puis le second élément, c'est les fameuses études anglo-saxonnes qui faisaient encore état l'année dernière de 33% d'augmentation en fait, de la performance économique d'organisations qui étaient diversifiées. Ces études sont totalement contredites, je dirais même invalidées, par l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Est-ce qu'il n'est pas irresponsable de raconter des histoires, qui sont de belles histoires, mais quelque chose qui est faux, au motif que, comme c'est votre conviction, qu'il ne faudrait pas décourager, il ne faudrait pas encourager les employeurs à discriminer. Mais là, je suis d'accord, je lutte contre les discriminations. Mais dire il faut faire quelque chose parce que ça vous conduira à de la performance alors que vous savez que ça n'est pas vrai, à un moment donné, les fake news ou la junk science, ça n'est pas un moyen de démontrer quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que de ces pratiques que nous avons depuis 13 ans aujourd'hui aux côtés des RH, des managers, des patrons de PME, je peux vous dire que c'est des choses qui sont aujourd'hui commentées. On a des boîtes qui nous disent, effectivement, je vends mieux mes produits, je comprends mieux mes clients, ça fonctionne mieux dans mon business, j'ai une meilleure cohésion sociale dans mon organisation. Quand on prend les derniers testings par envoi de CV qui ont été faits par le gouvernement lui-même, il envoie aux grandes entreprises, on envoie des CV équivalents, puis on fait varier le nom et le prénom ou l'adresse d'un candidat. Eh bien, on trouve à chaque fois confirmation que les entreprises continuent, il y en a qui discriminent vraiment beaucoup, et donc elles continuent à le faire sur une candidature parce qu'il y a un nom et un prénom. Pour autant, on n'en tire pas la conclusion, bizarrement, qu'il faudrait masquer cette information. Et il y avait une loi, il faut rappeler, sur l'anonymat des candidatures qui avait été votée en 2006. Malheureusement, elle n'a jamais été mise en œuvre. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de regarder au-delà du CV, regarder en fait les qualités naturelles du candidat, les aptitudes comportementales. C'est quand même un peu bizarre qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, tous les processus de recrutement, quel que soit le territoire, quels que soient les secteurs d'activité, quels que soient en fait les métiers, c'est toujours la même chose, c'est à envoyer votre CV et on analysera. Je rêverais en fait d'une économie où on serait capable de débasser le CV. Il ne s'agit pas de le faire disparaître, il s'agit d'aller au-delà, donner d'autres billes. Il y a des expériences aujourd'hui qui se passent très bien dans des organisations qui sont capables de dire on voit votre CV en fait à la fin, mais on veut d'abord savoir qui vous êtes. On est capable scientifiquement en fait d'évaluer le potentiel des individus. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Complètement d'accord. Et moi, j'ai mis d'accord. On ne peut pas considérer aujourd'hui que ça n'a pas eu un impact, le fait d'évoquer dans la presse publique, dans les médias français, en fait, ces entreprises qui ont dérapé. C'est un levier très, très important. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, en fait, en réalité, c'est de pouvoir
prendre prétexte des situations constatées de discrimination pour pouvoir faire progresser l'entreprise et se mettre d'accord sur un stade d'évolution, notamment des plans d'action. Oui, effectivement. Je trouve que le name and shame, c'est une bonne politique, mais évidemment, j'ai été même très perturbé par l'exemple français récent que nous avons eu, puisque Accor a été testé par les pouvoirs publics 3 fois. Et finalement, bizarrement, ça n'a pas déclenché beaucoup de changements, puisque c'est la même firme qui 3 fois va se retrouver épinglée pour discrimination. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été plus efficace ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a le bon raisonnement ? Il n'y a pas de recette magique. C'est tellement compliqué, en fait, qu'il n'existe pas un seul levier pour pouvoir transformer et faire bouger. En revanche, déclencher un effet électrochoc pour pouvoir créer en fait une réflexion, un début de réflexion et mettre en mouvement ces organisations, c'est fondamental. Oui, donc on est en phase. On est optimiste. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que dans nos postures d'acteurs, on ne peut pas ne pas imaginer ça. Il y a 15 ans, c'était un sujet qu'on découvrait. On ne parlait pas de discrimination, c'était pas documenté scientifiquement, en tout cas pas aussi clairement qu'aujourd'hui. On essaye de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que demain, on puisse aider à fabriquer des processus non discriminants et que toutes les politiques d'entreprise soient des politiques en fait hyper inclusives, en tout cas au maximum. L'idéal, c'est que 100% des entreprises en France puissent pratiquer le recrutement inclusif. On va y arriver parce que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va utiliser de plus en plus de nouveaux process de recrutement, recourant bien entendu à de l'intelligence artificielle, des algorithmes, etc. On a déjà beaucoup commencé à le faire. Et le stade où on en est actuellement, c'est que tout ça n'est pas encore non seulement pas abouti, mais pour le moment, il y a beaucoup de discrimination, énormément même de discrimination quand c'est fait. Mais nous savons que lorsque on aura régulé, là c'est un problème de régulation de lois qui vont être mises en place, lorsqu'on aura régulé, lorsqu'on aura audité, et dans 30 ans on y sera arrivé, on arrivera à éviter les discriminations qu'on observe actuellement dans ces traitements automatiques. Moi je suis complètement optimiste et de toute façon on n'a pas le choix.